Le matin du 17 avril 2023, au départ, c'était trop banal pour attirer l'attention. Saint-Laurent-du-Pontat-la-Commune, petite commune française cernée par les forêts denses et les sentiers peu fréquentés du massif de la Chartreuse, la vie quotidienne s'écoulait encore au rythme d'un passé lointain, un lieu où les voisins se reconnaissent au bruit de leurs pas et où le silence n'est jamais total. Il se dissimule simplement parmi le vent et les branches. Élodie Martin, le garçon de 12 ans, a quitté son domicile peu après 8 heures. Il portait une veste bleu clair, des baskets usées et tenait une laisse rouge. Un border collie turbulent, connu pour tirer plus qu'il ne le devrait. La mère observait la petite fille depuis la fenêtre, tandis qu'elle descendait la rue étroite. Il n'y avait aucune urgence. La promenade matinale avec le chiot était une simple habitude, répétée presque chaque jour depuis le début du printemps. Rien dans cette scène ne laissait présager que ce serait le dernier moment banal avant la disparition. Élodie connaissait bien le chemin. Elle suivait toujours le sentier qui partait derrière un vieux chalet abandonné, traversait un petit bois et revenait en moins de 40 minutes. C'était un itinéraire que les habitants jugeaient sûr, malgré quelques avertissements concernant les animaux sauvages et le terrain accidenté. La jeune fille avait déjà fait ce trajet des dizaines de fois, presque toujours seule. Ce jour-là, cependant, un événement qui n'a jamais été complètement élucidé a changé le cours des choses. Vers 9h15, Roux fut retrouvé, seul. Le chien est apparu au début du sentier, haletant, la laisse toujours attachée à son collier, mais sans Élodie. Un couple de passage a remarqué son comportement étrange. Il tournait en rond, gémissait et refusait d'avancer. Au bout de quelques minutes, le couple a reconnu le nom du chien sur sa médaille et a prévenu sa famille. Il n'était pas encore 10 heures lorsque la première équipe de recherche improvisée pénétra dans la forêt. Au départ, l'hypothèse la plus simple semblait suffisante. Élodie s'était peut-être blessée, avait glissé sur une plaque d'égout ou s'était trop éloignée en suivant le chien. Les équipes locales ont commencé les recherches, l'appelant par son nom et balisant les sentiers avec des rubans de fortune. Mais le terrain devenait de plus en plus accidenté à mesure qu'elles avançaient. Racines apparentes, irrégularités presque invisibles, et zones où la végétation avait complètement recouvert toute trace de présence humaine. Aucun signal. Au fil de la journée, le temps a changé. Le vent s'est levé et un brouillard bas a commencé à se former entre les arbres, réduisant la visibilité. Vers 17 heures, la gendarmerie a pris le relais des recherches. Des chiens de recherche ont été déployés, des hélicoptères ont survolé la zone et des drones ont entamé les premières cartographies aériennes. Pour autant, aucun indice concret n'a émergé. Il n'y avait pas de sang, il n'y avait pas de vêtements, il n'y avait aucun signe évident de lutte. L'absence de preuves commença à inquiéter même les chercheurs les plus expérimentés. Dans les cas d'accident, l'environnement parle généralement. Une branche cassée, des marques au sol, un objet déplacé. Dans cette forêt, pourtant, tout semblait trop intact, comme si Élodie avait tout simplement cessé d'exister à partir d'un point invisible. Au fil des heures, l'attention des médias s'est portée sur Saint-Laurent-du-Pont. La disparition d'un enfant en plein jour, sur un sentier réputé sûr, a rapidement dépassé les frontières régionales. Caméras, journalistes et curieux ont commencé à se rassembler au point de départ des sentiers. C'est à ce moment précis que les premières spéculations ont émergé. Certains habitants se souvenaient d'un homme inconnu. Il avait été aperçu quelques jours auparavant en train de garer une camionnette blanche près de la forêt. D'autres ont indiqué que la cabane abandonnée, bien que déclarée insalubre, portait des traces d'occupation récente. Cependant, aucune de ces informations ne s'est concrétisée en preuves tangibles. Pendant ce temps, la famille d'Élodie gardait le silence, rythmée davantage par ses actes que par ses paroles. Son père se mit à accompagner toutes les équipes de recherche possibles. Sa mère restait près du lieu où Roux avait été retrouvé, comme si cet endroit recelait une réponse encore à découvrir. Les jours suivants n'apportèrent aucun soulagement. Les recherches se sont intensifiées pendant 2 semaines.
des volontaires des villes voisines, des équipes spécialisées dans les terrains montagneux et même des plongeurs ont été appelés à la rescousse pour inspecter les cours d'eau avoisinants. Chaque mètre carré du sentier initial a été retourné d'innombrables fois. Quand même, aucune trace directe d'Élodie Hill a été localisée. Au fil du temps, l'affaire a pris une tournure délicate. Malgré des efforts considérables, aucun résultat n'a été obtenu. Les autorités ont commencé à parler de « disparition sans preuve immédiate d'un crime », une expression qui, pour la famille, sonnait davantage comme un abandon que comme une preuve de prudence. 30 jours plus tard, certaines équipes se sont retirées. 2 mois plus tard, le nombre de recherches actives a été officiellement réduit. 3 mois après la disparition, Saint-Laurent-du-Pont tentait déjà de retrouver un semblant de normalité. Le sentier avait été partiellement rouvert. Le chalet demeurait abandonné. Roux restait à la maison familiale, plus silencieux, et réagissait étrangement chaque fois qu'on évoquait la forêt. C'est alors qu'un détail inattendu est apparu. Un opérateur de drone civil, engagé pour cartographier les zones forestières à des fins de prévention des incendies, a effectué un vol de routine au-dessus d'une région considérée comme ayant déjà fait l'objet d'une inspection exhaustive. En examinant les images enregistrées, vous avez remarqué quelque chose qui, il n'était pas présent sur les images précédentes. Quelque chose de petit, propriété, dans un endroit où, d'après les informations recueillies, rien ne devrait attirer l'attention. L'image n'avait pas encore été officiellement diffusée, mais à ce moment-là, l'affaire d'Élodie a cessé d'être une simple disparition sans réponse claire, et c'est devenu quelque chose de bien plus inquiétant. Saint-Laurent-du-Pont avait toujours été décrit comme un endroit trop sûr pour qu'on s'en méfie. Entouré de montagnes, de forêts ancestrales et de sentiers empruntés depuis des générations, la ville s'était développée avec l'idée que tout le monde se connaissait, même sans se parler. La disparition d'Élodie a brisé cette perception, silencieusement mais définitivement. Les rues sont restées propres, les cafés ont ouvert à la même heure, mais quelque chose d'invisible avait changé au cœur de la communauté. La famille Martin commença à vivre à un rythme différent du reste de la ville. Le père, Julien Martin, technicien de maintenance, il a quitté son emploi sans formalité. Ses journées étaient désormais rythmées par des cartes, des rapports imprimés et des contacts informels avec des bénévoles. Peu bavard, il était constamment en mouvement, comme si l'immobilité signifiait renoncer. Son comportement contrastait fortement avec celui de sa mère. Claire Martin, une institutrice, qui restait physiquement proche de la maison et du sentier, comme si toute séparation serait une trahison de la mémoire de sa fille. Claire commença à remarquer des détails qui lui avaient paru insignifiants auparavant. Le va-et-vient des gens, les horaires, les voitures garées trop longtemps. Elle ne les questionnait pas directement. Elle se contentait de les enregistrer mentalement. Ses échanges avec ses voisins devinrent étrangement polis, ponctués de longs silences et de formules soigneusement choisies. Personne ne voulait dire de bêtises. Personne ne voulait laisser une trace indélébile. Roux le chien devint un sujet délicat. L'animal refusait de reprendre le sentier, même lorsqu'on l'y encourageait. Dès qu'il approchait de la lisière de la forêt, il s'arrêtait brusquement, le corps raide, fixant un point précis du regard, avant de reculer. Ce comportement fut observé par les vétérinaires et les éducateurs canins, mais personne ne parvint à en comprendre la signification. Pour la famille, il semblait s'agir d'une réaction acquise et non instinctive. La forêt de Chartreuse, bien qu'étant une destination touristique à certaines périodes de l'année, conserve des zones quasiment intactes. Des sentiers secondaires s'y croisent, disparaissent et réapparaissent à des kilomètres de là. De petits abris de chasseurs, d'anciennes cabanes en bois et des chemins empruntés il y a des décennies ne figurent pas sur les cartes officielles. Cette complexité a toujours été connue des plus anciens habitants, mais rarement abordée en détail avec les autorités extérieures. La gendarmerie locale, dirigée par capitaine Luc Moreau-Hill, subissait une pression inhabituelle. Moreau était connu pour son approche méthodique et son aversion pour les spéculations.
Au cours de sa carrière, il avait traité des accidents de montagne, des disparitions de personnes âgées et même des affaires criminelles mineures. La disparition d'un enfant sans laisser de traces, cependant, révéla les limites de tout protocole. Au sein de l'équipe, des hypothèses contradictoires se sont multipliées, aucune n'étant suffisamment solide pour permettre de progresser. Les personnages secondaires ont commencé à prendre de l'importance au fil des jours. Hélène Dupont-Thune, habitante du quartier, a déclaré avoir entendu un bruit métallique ce matin-là, semblable à une porte qui claque. Son témoignage, cependant, est intervenu plusieurs semaines plus tard et a été accueilli avec prudence. Un autre riverain, Marc Lemoine, un chasseur retraité, a signalé des sentiers qui ne figuraient pas dans les registres officiels, mentionnant des endroits où le signal GPS était souvent défaillant. Ces informations ont été consignées, mais n'ont jamais été intégrées officiellement aux recherches initiales. Le rôle de la presse a été ambigu. Les reportages ont certes attiré l'attention nationale, mais ont aussi alimenté un discours exigeant des réponses immédiates. Les photos de la jeune fille ont été diffusées à maintes reprises, toujours accompagnées de questions restées sans réponse. Avec le temps, l'intérêt des médias s'est estompé, remplacé par de nouvelles affaires, laissant à la ville le sentiment d'avoir été d'abord surveillée, puis abandonnée. Culturellement, la région entretient une relation ancestrale avec ce territoire. Les récits locaux racontent l'histoire de personnes perdues en montagne, réapparues quelques jours plus tard, désorientées et incapables d'expliquer où elles étaient repassées. Bien que ces récits n'aient jamais été pris au sérieux par les autorités, ils ont nourri l'imaginaire collectif. Après la disparition, ces histoires ont recommencé à circuler, non plus comme des croyances, mais comme une tentative de compréhension. Les mois suivants furent marqués par une normalité forcée. L'école reprit les cours, laissant le bureau d'Élodie vide pendant des semaines avant d'être retiré. Ce simple geste eut un impact plus fort que n'importe quelle déclaration officielle. Les professeurs évitaient de prononcer le nom de la jeune fille, tandis que ses camarades manifestaient une curiosité silencieuse, incapables de formuler des questions directes. Rien dans l'environnement ne semblait avoir changé concrètement, mais tout avait changé dans notre perception. La forêt, jadis considérée comme un prolongement naturel de la ville, fut désormais abordée avec distance. Les promenades se firent plus rares, les sentiers se vidèrent. L'espace demeurait le même, mais il portait désormais un poids invisible, soutenu par quelque chose d'inexplicable. Au bout de 3 mois depuis la disparition d'Élodie, l'affaire entra dans une phase plus tendue et fragmentée. Les recherches, autrefois un effort collectif visible, devinrent sporadiques, presque silencieuses. Ce changement n'apaisa pas le conflit. Au contraire, il le déplaça vers un niveau plus psychologique et stratégique, où chaque décision semblait avoir des conséquences irréversibles. Le capitaine Luc Moreau a réorganisé l'enquête en unités plus restreintes. Au lieu de procéder par grandes lignes, l'équipe a commencé à travailler sur des hypothèses précises. L'une d'elles envisageait la possibilité qu'Élodie ait suivi une piste secondaire, inconnue de la plupart des habitants. Une autre évaluait la probabilité d'une intervention humaine, même si aucune preuve concrète ne venait étayer cette piste. Chaque hypothèse exigeait des approches différentes, des ressources spécifiques et surtout du temps, une denrée qui semblait désormais rare. Julien Martin intensifia ses recherches en parallèle. Il commença à parcourir quotidiennement des zones non couvertes par l'enquête, guidé par des témoignages informels et de vieilles cartes obtenues auprès d'anciens habitants. Sa présence constante en forêt commença à inquiéter les enquêteurs. Bien que personne ne l'ait formellement empêché, la crainte grandissait qu'il ne compromette des preuves potentielles ou ne se mette en danger. Claire, quant à elle, a opté pour une approche différente. Elle a commencé à consulter les archives publiques, les horaires de circulation et les bulletins météorologiques du jour de la disparition. Son attention ne se portait pas sur la forêt elle-même, mais sur les environs.
De petites incohérences ont attiré son attention, comme la présence d'un véhicule utilitaire filmé par des caméras de surveillance routière à proximité dont l'itinéraire n'était pas clairement établi. Lorsqu'elle a transmis ces informations à la gendarmerie, elle a reçu une réponse standard, sans aucune garantie d'enquête plus approfondie. Le conflit s'est envenimé lorsque le parquet régional a exigé des résultats plus probants. L'absence de preuves tangibles a commencé à être perçue comme un problème administratif, et non plus seulement comme un problème d'enquête. Les rapports devaient justifier les ressources allouées, le temps de travail et la poursuite des actions. Cette évolution a accru la pression sur Moreau, qui a commencé à agir avec plus de prudence, évitant toute décision pouvant être interprétée comme une conjecture. Pendant ce temps, la ville a réagi de manière ambiguë. Certains habitants se sont distanciés de l'affaire, cherchant à préserver une apparence de normalité. D'autres se sont impliqués davantage, organisant des recherches indépendantes et partageant des informations non vérifiées. Ce flux chaotique de données a créé une confusion telle qu'il est devenu difficile de distinguer les faits pertinents des suppositions émotionnelles. Une nouvelle source de tension est apparue lorsqu'un groupe de bénévoles a affirmé avoir découvert des marques récentes dans une zone jusque-là considérée comme stable. Ces marques indiquaient un passage humain, mais étaient trop vagues pour en déterminer l'âge ou l'origine. La zone a été temporairement isolée, suscitant des espoirs qui ont rapidement fait place à la frustration face à l'absence d'éléments concluants. Roux a une fois de plus joué un rôle inattendu dans le conflit. Lors d'une tentative de réintroduction contrôlée sur le sentier, le chien a réagi agressivement à un endroit précis, refusant d'avancer et aboyant avec insistance. Ce comportement a été enregistré, analysé, puis jugé non concluant par les experts. Malgré tout, pour la famille, cet épisode a renforcé le sentiment qu'un élément important avait été négligé. Les relations entre les personnages commencèrent à se détériorer. Julien s'opposa directement à un enquêteur lorsqu'il questionna l'interruption d'une ligne de recherche. Le dialogue fut bref, empreint d'une tension contenue et de paroles mesurées. Claire commença à éviter les rencontres en face à face, préférant les communications formelles et enregistrées. La confiance, autrefois absolue, devint fragile. Le conflit s'est également manifesté en interne parmi les enquêteurs. Les désaccords concernant les priorités et les méthodes ont commencé à se multiplier. Certains préconisaient une approche plus offensive, incluant des interrogatoires approfondis et la révision d'anciens témoignages. D'autres insistaient sur le fait que, sans nouveaux éléments de preuve, cette voie risquait de compromettre l'affaire sur le plan juridique. Au cœur de tout cela demeurait l'absence d'Élodie. Chaque jour sans réponse rendait cette absence plus pesante, moins abstraite. Ce n'était pas seulement le manque d'un enfant, mais la présence constante d'un vide qui influençait les décisions, les comportements et les relations. Le conflit cessa d'être purement extérieur et commença à façonner chaque personnage de manière singulière. C'est dans ce contexte de tension croissante, de ressources limitées et de confiance ébranlée que l'enquête atteignit un point critique. Aucune réponse n'avait été trouvée, mais la structure de l'affaire était sur le point de changer. Quelque chose, encore indéfini à ce moment-là, commençait à se former hors du champ de vision immédiat des personnes impliquées, attendant le moment propice pour se manifester. L'enquête s'étant officiellement affaiblie, des dynamiques parallèles se sont mises en place autour de l'affaire Élodie, donnant naissance à des intrigues secondaires qui, bien que secondaires, ont fini par influencer directement le cours des événements. Ces tensions n'ont pas émergé de manière organisée, mais comme des réactions naturelles au vide laissées par l'absence de réponses concrètes. L'une de ces pistes impliquait la compagnie forestière régionale qui exploitait les environs du sentier. Bien que leur registre indique une activité suspendue le jour de la disparition, des incohérences dans les rapports de transport ont attiré l'attention de Claire. Des poids lourds circulaient à des heures inhabituelles cette semaine-là, ce qui contredisait la version officielle de la compagnie. Ces informations ne menaient pas directement à un crime,
mais elles ajoutaient une complexité logistique supplémentaire à cette zone déjà difficile à cartographier. Un autre élément parallèle est apparu concernant le chalet abandonné près du sentier. Un groupe de jeunes du coin a admis l'utiliser occasionnellement comme point de rencontre, contredisant les premiers témoignages selon lesquels le site était resté vide pendant des années. Bien qu'ils aient affirmé ne pas s'y être trouvés le jour de la disparition, la simple utilisation récente des lieux a soulevé des questions quant à d'éventuels mouvements non surveillés dans le secteur. La gendarmerie est retournée sur place, mais n'a trouvé une fois de plus que des traces vagues, sans pouvoir établir de chronologie précise. Julien Martin s'est impliqué directement dans ces histoires, bien qu'officieusement. Ses échanges avec des habitants de longue date lui ont révélé l'existence d'anciens sentiers, tracés avant la normalisation des itinéraires actuels. Certains de ces chemins menaient à des zones difficiles d'accès, rarement fréquentées et presque impossibles à surveiller par drone classique en raison de la végétation dense. Julien a alors commencé à explorer ces possibilités, créant une carte informelle qu'il gardait toujours sur lui. Cette recherche parallèle a affecté sa relation avec Claire. Tandis qu'il s'enfonçait toujours plus profondément dans la forêt, elle se plongeait dans des documents, des archives et l'étude des comportements humains. Le couple, autrefois uni par un objectif commun, commença à œuvrer sur des fronts séparés, reliés seulement par le vide qu'il tentait de combler. Cette distance n'était pas exprimée verbalement, mais elle se manifestait dans des décisions prises sans concertation. Au sein de ce cadre institutionnel, une autre intrigue, tout aussi importante, se développait. Le parquet commença à envisager la possibilité de classer l'affaire sans suite, une mesure qui nécessitait des justifications techniques et un impact politique minimal. Moreau s'opposa à cette idée tout en comprenant les pressions encourues. Ces tensions internes donnèrent lieu à des réunions à huis clos, où des hypothèses étaient discutées, puis écartées, sans jamais être divulguées au public. L'urgence du temps est devenue un facteur déterminant. 3 mois sans réponse ont atteint un point de rupture psychologique pour les enquêteurs comme pour les familles. Chaque nouvelle information devait être évaluée rapidement, sans le luxe d'analyses approfondies. Cela a conduit à des décisions hâtives, comme l'abandon prématuré de certaines pistes qui, dans un autre contexte, auraient pu être explorées plus avant. La ville, de son côté, a mis en place ses propres mécanismes d'adaptation. Des groupes de citoyens ont commencé à s'organiser, non seulement pour rechercher Élodie, mais aussi pour retrouver un sentiment de contrôle collectif. Des patrouilles nocturnes, des réunions publiques et même des systèmes de surveillance improvisés ont vu le jour. Bien qu'animées de bonnes intentions, ces initiatives ont suscité des tensions avec les autorités qui y voyaient un risque d'ingérence directe dans l'enquête. Roux se retrouva une fois de plus au cœur d'une de ces intrigues secondaires. Un riverain affirma avoir vu le chien, quelques jours avant sa disparition, en compagnie d'une personne autre qu'Élodie. L'information parut trop tard pour être confirmée par les caméras ou d'autres témoignages, mais elle suffit à relancer les discussions sur des habitudes apparemment anodines qui n'étaient peut-être pas aussi prévisibles qu'on le pensait. L'impact émotionnel de ces intrigues secondaires commença à s'accumuler. Claire montrait des signes évidents d'épuisement, alternant périodes d'investigation hyperactives et longues périodes d'isolement. Julien, quant à lui, manifestait une résistance quasi automatique à la fatigue, comme si s'arrêter revenait à accepter un résultat indésirable. Ces réactions opposées créaient une tension latente, rarement évoquée, mais toujours présente. Au cœur de cette complexité, l'affaire d'Élodie cessa d'être linéaire. Il n'y avait plus une seule piste d'enquête, mais un enchevêtrement de possibilités interconnectées, certaines plausibles, d'autres simplement troublantes. Chaque intrigue secondaire venait étoffer le conflit principal, sans le résoudre, mais en le rendant plus dense et plus difficile à ignorer. À mesure que ces fils s'entremêlaient, il devint évident que la disparition ne pouvait s'expliquer par un seul facteur. Le temps, le territoire, les décisions humaines et les omissions institutionnelles formaient un tout indissociable.
Résoudre l'un de ces aspects impliquait de s'attaquer à tous les autres, un défi que peu étaient prêts à relever pleinement. Le tournant s'est produit de manière bureaucratique, presque anodine, à l'image de tant d'autres informations apparues puis disparues au fil de l'enquête. Un rapport technique, transmis par une société privée de cartographie environnementale, est parvenu à la gendarmerie régionale sans cérémonie. Ce document faisait partie d'un inventaire de routine des zones forestières à risque d'incendie, demandé plusieurs mois auparavant par les autorités environnementales. Parmi des dizaines de pages techniques se trouvait une annexe visuelle qui allait changer le cours de l'affaire. Les documents comprenaient des images capturées par des drones à longue portée équipés de capteurs haute résolution. Contrairement aux drones utilisés lors des premières recherches, ceux-ci avaient survolé des zones plus éloignées, à des altitudes plus élevées et selon des angles moins conventionnels. En examinant une séquence enregistrée début juillet, un analyste a identifié une forme absente des enregistrements précédents de la région. Elle n'était pas manifestement humaine au premier abord, mais ne ressemblait à aucune formation naturelle connue. Le capitaine Luc Moreau reçut le matériel tard dans l'après-midi, sous une pluie battante. D'abord, il l'accueillit avec le même scepticisme qu'il avait toujours appliqué à tant d'autres pistes infructueuses. Pourtant, quelque chose dans l'image attira son attention. L'objet se trouvait dans une étroite clairière, à l'écart des sentiers balisés, dans une zone jugée inaccessible lors des recherches terrestres. Son emplacement semblait délibéré et non le fruit du hasard. Moreau demanda une image agrandie et une analyse comparative avec les enregistrements précédents. C'est alors que la différence devint évidente. La forme était tout simplement absente des clichés pris des semaines auparavant. Elle était apparue quelque temps après la fin des recherches intensives. Cette découverte transforma l'image d'un simple objet de curiosité technique en une preuve potentielle. L'information n'a pas été divulguée immédiatement. Moreau a convoqué une réunion restreinte, réunissant uniquement des enquêteurs de confiance et des représentants du parquet. La prudence était de mise. Une divulgation prématurée risquait d'entraîner des malentendus ou d'attirer une attention indésirable sur un point qui n'avait pas encore été vérifié sur le terrain. Malgré tout, l'atmosphère dans la pièce avait sensiblement changé. Pour la première fois depuis des mois, il y avait quelque chose de concret à analyser. Julien et Claire furent informés le lendemain, lors d'une brève conversation maîtrisée. Aucune promesse ne fut faite. On leur confirma simplement qu'une nouvelle piste s'était ouverte. Leurs réactions furent différentes. Julien insista pour voir l'image immédiatement, cherchant des motifs, des angles, le moindre détail reconnaissable. Claire resta silencieuse de longues minutes, observant l'écran sans un mot. Pour elle, cette image représentait à la fois l'espoir et la menace. La clairière découverte se situait dans une zone où le signal GPS était instable, entourée d'une végétation dense et de pentes abruptes. Elle n'apparaissait ni sur les cartes touristiques, ni dans les registres d'entretien des sentiers. L'existence de cet espace, désormais visible du ciel, a soulevé des questions quant à l'étendue de la forêt qui restait méconnue, même des autorités locales. Alors que les équipes se préparaient à une inspection au sol approfondie, une autre révélation a émergé. En comparant la date de l'image avec les données de vol, il a été découvert que le drone avait capturé bien plus qu'une simple forme fixe. Dans une séquence antérieure, presque imperceptible, on observait des signes de mouvement autour de la clairière. Rien d'indéterminable dans l'immédiat, mais suffisant pour suggérer une activité récente. Ce détail a complètement bouleversé la perception de l'affaire. Si des déplacements avaient eu lieu après la disparition, la chronologie des événements devait être révisée. L'hypothèse d'un accident isolé s'est trouvée affaiblie. Désormais, la possibilité d'une intervention humaine prolongée s'imposait, ce qui nécessitait une réévaluation totale des décisions prises jusqu'alors. Le parquet, initialement favorable à un non-lieu provisoire, a finalement renoncé. Des ressources ont été de nouveau débloquées, cette fois sous strictes conditions de confidentialité.
La zone identifiée a été classée prioritaire et tout accès non autorisé a été considéré comme une entrave directe à l'enquête. Le tournant ne s'est pas fait par une action immédiate, mais par un changement d'approche interne. Les enquêteurs ont entrepris de réexaminer l'affaire depuis le début, remettant en question les choix antérieurs, les pistes écartées et les témoignages jugés non pertinents. Chaque décision passée a pris une nouvelle dimension, réinterprétée à la lumière de l'image, capturée par le drone. Pour la ville, rien n'avait encore changé. Saint-Laurent-du-Pont poursuivait son rythme prudent, sans se rendre compte que dans une pièce close, une simple image avait redéfini le sens de 3 mois de silence. La disparition d'Élodie, autrefois un mystère sans indice clair, s'était muée en quelque chose de plus troublant. La confirmation que quelqu'un ou quelque chose avait agi là où tous croyaient que tout était rentré dans l'ordre. L'image agrandie a également révélé un détail qui a suscité la controverse. Près de la forme principale, une ombre linéaire presque géométrique ne correspondait à aucun arbre, rocher ou équipement connu. Certains ont suggéré qu'il s'agissait d'un simple effet de lumière. D'autres y ont vu l'indice d'une structure temporaire, un élément intentionnellement monté puis démonté. La discussion n'a pas abouti à un consensus, mais elle a renforcé la nécessité d'agir avec précision. Moreau autorisa la planification d'une incursion discrète, évitant les hélicoptères et les engins bruyants. Cette décision était stratégique. Si quelqu'un avait fréquenté la zone récemment, le moindre signe d'approche risquait de provoquer une fuite ou la destruction de preuves. Le silence devint donc de rigueur. Julien demanda à participer, mais se heurta à un refus catégorique. Pour la première fois, il ne protesta pas. L'image avait également modifié son comportement. L'espoir, désormais concret, s'accompagnait d'une crainte tout aussi réelle. Claire, quant à elle, demanda l'accès à tous les documents examinés. Son analyse minutieuse révéla des schémas d'absence, des périodes sans aucun enregistrement, des lacunes qui paraissaient auparavant normales et qui à présent semblaient calculées. Ainsi, le tournant décisif ne résidait pas dans un sauvetage ou une découverte immédiate, mais dans la certitude partagée que la disparition n'était pas un événement isolé et spontané. Une logique, encore enfouie, expliquait tout, attendant d'être mise au jour. Chaque décision future serait désormais imprégnée de cette prise de conscience, redéfinissant les priorités, les risques, les responsabilités et le sens même de l'attente attentive et silencieuse. La confirmation que l'image prise par le drone modifiait la chronologie de la disparition a eu des conséquences immédiates, avant même toute intervention sur le terrain. L'enquête s'est alors déroulée sous un nouveau régime d'urgence silencieuse, où chaque geste devait être calculé avec soin afin de ne pas compromettre des éléments encore mal compris. La première conséquence concrète fut la redéfinition des priorités internes de la gendarmerie. Les affaires en cours furent temporairement réorganisées, libérant ainsi une équipe plus restreinte, mais spécialisée, pour se consacrer exclusivement au nouveau volet de l'enquête. Ce changement engendra des tensions administratives, la réorganisation des ressources nécessitant des justifications formelles et l'approbation de la hiérarchie. Malgré cela, le parquet autorisa cette réorganisation, reconnaissant la gravité implicite de la découverte. Luc Moreau commença à agir avec plus de discrétion. Les communications verbales furent remplacées par des comptes rendus écrits, et les réunions en personne devinrent plus fréquentes, bien que plus courtes. L'objectif était clair, limiter les fuites et éviter toute ingérence extérieure avant de vérifier la zone identifiée par le drone. Cette position suscita un certain malaise chez certains agents, habitués à une approche plus ouverte, mais personne ne la contesta ouvertement. Pour Julien et Claire, les conséquences furent plus immédiates et personnelles. L'image, même si elle ne montrait pas Élodie sans équivoque, agit comme un véritable déclencheur émotionnel.
Julien interrompit brutalement ses recherches personnelles, se concentrant sur le suivi de chaque information officielle. Son comportement devint plus mesuré, moins impulsif, comme s'il comprenait que toute action précipitée risquait de compromettre l'obtention de réponses concrètes. Claire réagit différemment. Elle intensifia son analyse des données, réexaminant des documents déjà consultés, cette fois sous un angle nouveau. Les calendriers, les omissions et les décisions administratives commencèrent à se rejoindre de façon inquiétante. Loin d'être soulagée, elle éprouva une grande vigilance. Un élément de cette suite d'événements laissait penser que le temps avait été manipulé et non simplement gaspillé. La ville a également ressenti les effets du changement, quoique de manière indirecte. La présence discrète de véhicules officiels à des points stratégiques n'est pas passée inaperçue. Les habitants ont commencé à commenter ces mouvements inhabituels, alimentant des rumeurs qui se sont rapidement propagées malgré l'absence d'informations concrètes. Le silence des institutions, auparavant perçu comme de la négligence, a commencé à être interprété comme une dissimulation. Roux a recommencé à présenter des changements de comportement. Le chien est devenu agité la nuit, réagissant au moindre bruit et restant près de la porte d'entrée. Ce comportement a été observé par les vétérinaires qui, une fois de plus, se sont abstenus de tirer des conclusions définitives. L'animal semblait néanmoins réagir à quelque chose que les humains ne parvenaient pas à identifier clairement. Dans le cadre de l'enquête, la principale conséquence a été la réévaluation critique des décisions antérieures. Les zones écartées sans vérification physique détaillée ont été réanalysées sur des cartes. Les témoignages jugés non pertinents ont été réexaminés, non pas pour rechercher de nouvelles informations, mais pour déceler des omissions ou des incohérences. Cet examen a révélé que certains choix avaient été faits en raison de contraintes logistiques et non d'un manque de preuves. Cette découverte a suscité des réactions défensives chez certains membres de l'équipe de recherche initiale. Bien qu'aucune accusation formelle n'ait été portée, le climat interne s'est modifié. Il y avait une reconnaissance tacite que des erreurs avaient été commises, même involontaires. Les tensions qui en ont résulté ont affecté la dynamique de groupe, rendant les interactions plus rigides et moins collaboratives. Le parquet a réagi en imposant des délais internes pour les rapports et les mises à jour. L'enquête devait démontrer des progrès tangibles, même si les résultats définitifs étaient encore lointains. Cette pression institutionnelle a eu un double effet. D'une part, elle a accéléré les procédures. D'autre part, elle a accru le risque de décisions hâtives, ce que Moreau s'efforçait d'éviter à tout prix. Sur le plan émotionnel, la famille d'Élodie commença à vivre une attente d'un autre ordre. L'incertitude pure fit place à une attente contenue, plus pesante mais aussi plus précise. Il ne s'agissait plus d'imaginer toutes les possibilités, mais de se préparer à chacune d'elles. Ce changement bouleversa le quotidien, rendant les journées plus organisées, presque mécaniques. Les conséquences se sont également fait sentir sur la perception du public. Les journalistes ont recommencé à demander des informations, attirés par les indices laissant penser que l'enquête avait été rouverte. Toutes les demandes ont été refusées ou retardées, renforçant l'impression que l'affaire était soigneusement orchestrée. Ce contrôle, bien que nécessaire, a alimenté la méfiance. Pendant ce temps, la zone repérée par le drone restait intacte, en attente de l'incursion prévue. Chaque heure d'attente semblait peser plus lourd, comme si le temps lui-même s'accumulait sur cette clairière invisible. Les réactions à ce tournant n'avaient pas encore apporté de réponse, mais elles avaient déjà radicalement transformé la manière dont l'affaire était gérée. Rien n'était résolu, mais tout avait changé. Les conséquences se manifestaient par des décisions plus prudentes, des relations plus tendues et le sentiment collectif que la disparition d'Élodie ne pouvait plus être considérée comme un événement du passé. Elle restait présente, active, influençant chaque action et chaque silence, rapprochant lentement chacun d'un dénouement que personne ne pouvait encore prévoir clairement.
La préparation discrète de l'incursion dans la zone repérée par le drone nécessitait bien plus qu'une simple logistique. Elle exigeait un changement radical d'attitude de la part de tous les acteurs impliqués. L'enquête ne pouvait plus se reposer uniquement sur les anciens protocoles. Et cette adaptation a commencé à révéler des transformations individuelles jusque-là latentes. Luc Moreau fut le premier à modifier son approche. Réputé pour son respect rigoureux des procédures, il commença à accepter les contributions extérieures de manière plus stratégique. Il autorisa la consultation d'experts du terrain montagneux n'appartenant pas à l'équipe officielle, notamment des guides locaux possédant une connaissance pratique de la forêt. Cette décision, mûrement réfléchie, témoignait d'une prise de conscience claire des limites des méthodes précédentes. L'équipe chargée du raid a également été réorganisée. Les agents les moins expérimentés ont été remplacés par des professionnels habitués aux opérations discrètes et prolongées. L'accent a été mis sur la précision plutôt que sur la rapidité. Chaque membre s'est vu attribuer des rôles spécifiques, évitant ainsi les chevauchements de tâches et réduisant les risques d'erreur. Cette réorganisation a renforcé le groupe, instaurant une dynamique plus cohérente et efficace. Julien Martin a lui-même mûri, en acceptant pour la première fois un rôle passif. Incapable de participer directement à l'opération, il a canalisé son énergie pour soutenir l'enquête autrement. Il a revu d'anciennes cartes avec des experts, fourni des informations recueillies lors de ses recherches personnelles et transmis des notes qu'il avait auparavant gardées pour lui seul. Ce changement a révélé qu'il avait compris que la collaboration pouvait être plus efficace que l'obstination solitaire. Claire a également fait des progrès notables. Son analyse méticuleuse a commencé à être officiellement reconnue par les enquêteurs, qui ont commencé à la consulter sur les schémas administratifs et les lacunes documentaires. Au lieu d'agir isolément, elle a commencé à intégrer ses conclusions au déroulement officiel de l'enquête. Cette intégration a non seulement renforcé le travail collectif, mais lui a aussi donné le sentiment d'être utile. La croissance ne s'est pas limitée aux acteurs clés. Au sein de la gendarmerie, les anciens conflits internes ont commencé à se résoudre de manière pragmatique. Les divergences méthodologiques ont cédé la place à des décisions consensuelles fondées sur des objectifs clairs. La nécessité d'avancer a surmonté les affrontements d'ego, créant ainsi un environnement plus fonctionnel et plus ciblé. La ville, à son tour, commença à s'adapter à une nouvelle réalité. Les habitants, qui auparavant évitaient la forêt, se mirent à collaborer en partageant des informations sur les zones moins fréquentées et les coutumes locales. Cette participation collective n'était plus motivée par la curiosité, mais par un sentiment renouvelé de responsabilité partagée. La disparition d'Élodie n'était plus seulement une tragédie familiale, mais un problème qui touchait toute la communauté. Roux a lui aussi montré des changements significatifs. Le chien a commencé à accepter de courtes promenades en périphérie de la forêt, toujours accompagné et attentif. Son comportement suggérait une adaptation progressive, non pas une guérison complète, mais un progrès visible. Pour la famille, ce simple détail représentait le signe que le traumatisme n'avait pas anéanti toute possibilité d'évolution. L'accès à la clairière nécessitait un entraînement spécifique. L'équipe a effectué des simulations sur un terrain similaire, ajustant son équipement et testant les communications silencieuses. Chaque exercice a révélé des failles qui ont été corrigées immédiatement. Ce processus d'ajustement continu a démontré une maturité opérationnelle qui faisait défaut au début des recherches. Sur le plan émotionnel, Julien et Claire ont commencé à se réconcilier. Les décisions étaient désormais prises ensemble et discutées objectivement. Il n'y avait plus d'accusations implicites ni de frustrations accumulées. La douleur persistait, mais elle s'accompagnait maintenant d'une vision commune. Cette harmonie les a renforcés tous deux, les préparant mieux à affronter toute éventualité. Constatant ces transformations, Moreau a également adapté son style de leadership. Il a commencé à déléguer davantage, faisant confiance aux compétences spécifiques de chaque membre de l'équipe.
Ce changement a allégé la charge décisionnelle et permis de réagir plus rapidement aux imprévus. Cette évolution collective s'est traduite par une enquête plus fluide et adaptable. À l'approche du jour du raid, le sentiment dominant n'était plus la paralysie, mais une préparation consciente. Tous les acteurs impliqués avaient été contraints d'évoluer non par choix, mais par nécessité. Cette évolution n'effaçait pas les erreurs passées, mais elle créait les conditions nécessaires pour les affronter. Cette évolution ne s'est pas manifestée par des discours ou des promesses, mais par des actions concrètes, des décisions plus mûres et une compréhension partagée que la situation exigeait une approche hors du commun. Chaque personnalité a été forgée par l'absence prolongée de réponse, transformant la frustration en méthode et le désespoir en stratégie. Lorsque tout fut enfin prêt, il devint évident que l'enquête n'était plus la même qu'auparavant. Elle avait été redéfinie par les échecs, les pertes et, surtout, par la capacité d'adaptation de ceux qui refusaient de rester passifs. La réussite de cette épreuve ne résidait pas dans le résultat final, encore inconnu, mais dans le changement visible chez tous ceux qui y avaient participé, désormais mieux préparés à affronter ce qui les attendait dans cette clairière silencieuse. L'aube précédant l'incursion était lourde, empreinte d'un silence qui semblait annoncer le mouvement. Aucun discours de motivation, aucune instruction répétée. Tout ce qui devait être dit avait déjà été défini les jours précédents. Les derniers préparatifs consistèrent en des vérifications méticuleuses, des ajustements minimes et des décisions rapides, prises sans hésitation. L'équipe s'est réunie dans un lieu isolé, hors de la ville, à l'abri des regards indiscrets. Les véhicules étaient stationnés à des endroits stratégiques, en dehors des itinéraires habituels. Le matériel a été redistribué afin de réduire le poids et le bruit. Chaque agent connaissait son rôle, ses limites opérationnelles et les protocoles de repli. L'improvisation était proscrite. Luc Moreau a procédé à une dernière vérification des cartes imprimées en les comparant aux images de drones les plus récentes. La clairière restait visible uniquement du ciel, camouflée par le terrain accidenté et la végétation dense. L'accès nécessiterait une approche en plusieurs étapes, en contournant les pentes et en évitant les zones instables. Cette complexité soulignait l'impératif d'une précision absolue. Les intrigues secondaires qui s'étaient accumulées au fil de l'enquête commencèrent à se résoudre. L'entreprise forestière vit ses activités temporairement suspendues dans le secteur, éliminant ainsi tout obstacle logistique. Le chalet abandonné fut officiellement isolé, non pas en raison de soupçons directs, mais afin d'empêcher toute circulation parallèle. Ces décisions ne permirent pas de résoudre le mystère, mais elles contribuèrent à apaiser les tensions sur les lieux. Julien et Claire restèrent à l'écart du site opératoire, comme convenu. Ils étaient néanmoins tenus informés à intervalles réguliers. Les communications ne portaient pas sur les détails techniques, mais uniquement sur l'avancement des travaux. Cette distance forcée leur offrait une forme de protection. Même si tous deux ressentaient le poids de l'exclusion, accepter cette contrainte contribua à leur évolution récente. Roux fut confié aux soins d'un voisin. Ce matin-là, le chien manifesta une résistance inhabituelle à la séparation d'avec sa famille, un comportement qui exigea patience et temps. Lorsqu'il se calma enfin, il devint évident que même les détails les plus insignifiants étaient chargés de tension. Rien ne semblait neutre ce jour-là. L'équipe a commencé son approche peu après l'aube. La progression était lente et calculée, respectant le relief naturel du terrain. Aucun engin aérien n'a été utilisé. Le choix de mener l'opération au sol visait à préserver l'effet de surprise et à éviter d'être alerté trop tôt. Chaque pas était mesuré, chaque pause avait un but précis. À mesure qu'ils approchèrent de la zone indiquée, de subtils signes commencèrent à apparaître. Le sol portait d'anciennes marques de passage, presque effacées, mais perceptibles pour un œil averti. De petites branches cassées selon des motifs inhabituels indiquaient un mouvement délibéré. Ces indices n'étaient pas nouveaux pris isolément, mais ils prirent toute leur importance dans le contexte actuel.
Moreau ordonna à l'équipe de se diviser en 2 groupes. L'un devait contourner la clairière en suivant un angle plus élevé, tandis que l'autre progresserait au niveau inférieur. Cette manœuvre visait à encercler la zone sans révéler immédiatement leur présence. La coordination exigeait une synchronisation parfaite, maintenue par des signaux visuels prédéfinis. Pendant ce temps, en ville, la tension se manifestait autrement. Les habitants remarquaient l'absence inhabituelle de certains véhicules et les mouvements discrets des autorités. Aucune annonce n'était faite, mais l'atmosphère laissait présager un événement imminent. Ce sentiment collectif contribuait à une attente contenue, presque empreinte de respect. Les heures qui suivirent semblèrent interminables. Le rythme de l'opération contrastait fortement avec l'urgence émotionnelle qui s'emparait de tous. La préparation au dénouement ne consistait pas à accélérer le mouvement, mais à faire preuve de retenue. Chaque décision de ne pas agir immédiatement ne faisait qu'accroître la pression accumulée. Les intrigues secondaires, sur le plan émotionnel, trouvèrent elles aussi une conclusion provisoire. Julien repassa mentalement en revue toutes les recherches qu'il avait menées seul, reconnaissant les limites qu'il avait jusqu'alors refusé d'accepter. Claire, quant à elle, rangea documents et dossiers dans un ordre définitif, comme si elle se préparait à toute éventualité. Ces gestes silencieux constituaient une forme concrète d'adaptation. Lorsque l'équipe atteignit enfin le périmètre visuel de la clairière, sa progression fut stoppée. Le silence était pesant. Aucun bruit inhabituel, aucun mouvement apparent. Cette absence de signes engendra une tension plus grande qu'une confirmation immédiate. Le silence faisait office d'avertissement implicite. Moreau autorisa une observation prolongée avant toute intervention directe. Jumelles et caméras thermiques furent utilisées avec précaution. La clairière révéla des détails insoupçonnés, comme des irrégularités du sol et des ombres qui ne correspondaient pas à la végétation naturelle. Chaque élément renforçait l'impression que l'espace avait été aménagé intentionnellement. La tension montait crescendo jusqu'à son paroxysme dans ce moment de suspense. Impossible de faire marche arrière sans réponse. Tous les fils narratifs convergeaient vers ce point précis. Le temps, les efforts et les choix faits au fil des mois avaient inévitablement rendu nécessaire la poursuite de l'histoire. Lorsque le signal final fut donné pour l'entrée coordonnée, il devint évident qu'il n'y avait plus de temps à perdre. Les intrigues secondaires étaient résolues ou absorbées par le conflit central. La tension accumulée transformait chaque geste en un acte décisif. Le dénouement n'avait pas encore commencé, mais tout était prêt. L'entrée dans la clairière s'est faite simultanément des 2 flancs, comme prévu. Aucun ordre verbal n'a été nécessaire. Les agents ont progressé silencieusement, attentifs à la moindre irrégularité du terrain. La zone, observée de près, révélait des signes évidents d'intervention humaine. Le sol était inégalement compacté et des restes de matériaux synthétiques, partiellement enfouis sous des feuilles humides, affleuraient. Luc Moreau signala un arrêt momentané de la progression. La clairière n'était pas vide. Au centre, partiellement camouflée par des branches savamment disposées, se trouvait une structure improvisée. Ce n'était pas une construction permanente, mais elle ne semblait pas non plus avoir été assemblée à la hâte. L'emplacement suggérait une présence prolongée et organisée, consciente de sa dissimulation. L'approche finale s'est faite en demi-cercle. Un des agents a écarté avec précaution les branches supérieures, révélant l'intérieur du local. L'air y était plus froid et humide. Des signes évidents d'occupation récente étaient visibles. Des restes d'aliments emballés, une couverture de survie et des récipients d'eau vide confirmaient une activité humaine continue. Le moment décisif survint lorsqu'une caméra thermique détecta une variation de température en bordure de la clairière. Le signal était faible mais constant. Moreau autorisa un déploiement immédiat dans cette direction. Le rythme de l'opération s'accéléra, le confinement faisant place à une action coordonnée. Parmi les rochers couverts de mousse, les agents découvrirent un passage étroit, presque invisible de loin. Cet accès menait à une dépression naturelle du terrain, protégée par une végétation dense. C'est là que le dénouement eut lieu.
Élodie était assise contre la paroi rocheuse, enveloppée dans un manteau trop grand pour elle. Consciente mais immobile, elle ne réagissait que lorsqu'un des agents s'approchait lentement. Ses yeux suivaient prudemment chacun de ses mouvements, comme ceux de quelqu'un habitué à évaluer les risques avant de faire confiance. Le sauvetage s'est déroulé sans résistance. Personne d'autre n'a été trouvé à proximité immédiate. La jeune fille a été délicatement extraite du véhicule, recouverte et soutenue. Ses signes vitaux étaient stables, malgré une fatigue physique manifeste. Le silence qui a suivi n'a été rompu que par le son contrôlé des communications internes confirmant sa position. Un élément plausible est apparu dans les minutes qui ont suivi. Lors de la fouille finale de l'abri de fortune, les enquêteurs ont trouvé des notes manuscrites, de simples notes indiquant des habitudes, des horaires et des déplacements. Il n'y avait aucun nom, mais il était clair que quelqu'un surveillait les lieux avec précision. Plus troublant encore, la présence d'Élodie à cet endroit n'avait pas été continue depuis sa disparition. Elle avait été déplacée à différents endroits de la forêt au fil des mois. Cette découverte a remis en question le récit initial d'une captivité unique et fixe. L'auteur des faits avait utilisé le territoire comme un outil, exploitant les failles de la surveillance et la connaissance limitée des sentiers secondaires. La forêt n'était pas un simple décor, mais un élément actif du plan. La transformation du protagoniste devint alors manifeste. Luc Moreau, qui avait agi pendant des mois avec une extrême prudence, prit les rênes de la situation. Il coordonna l'évacuation, le bouclage de la zone et la mobilisation des équipes médicales avec une précision absolue. Aucune hésitation. Les décisions furent rapides, fermes et définitives. L'enquêteur qui, jusque-là, avait fui les risques les calculait désormais avec lucidité et responsabilité. Quand Julien et Claire furent informés, leur réaction fut contenue, presque incrédule. La rencontre n'eut lieu qu'après la stabilisation de l'état d'Élodie. Il n'y eut aucune scène dramatique. Le moment fut marqué par le silence, une approche prudente et une prise de conscience progressive. Claire s'agenouilla devant sa fille, touchant son visage comme pour confirmer l'impossible. Julien resta debout quelques secondes avant de s'approcher, prenant une profonde inspiration, visiblement transformé par la réalité concrète après des mois d'incertitude. Élodie ne parla pas immédiatement. Son visage trahissait la fatigue, mais aussi la lucidité. La peur ne se manifestait pas par la panique, mais par une vigilance accrue. Elle accepta le secours, tout en continuant d'observer les alentours, comme si elle s'attendait à un changement soudain. Ce détail renforçait la dimension psychologique de l'événement. Le dénouement ne s'est pas traduit par des affrontements physiques ni par des poursuites visibles. Le coupable était absent. Son absence, pourtant, n'a pas diminué l'impact de la découverte. Au contraire, elle a transformé le récit. L'enjeu principal n'était plus de capturer quelqu'un à ce moment précis, mais de retrouver Élodie vivante, déconstruisant ainsi la logique qui avait justifié sa disparition. La clairière cessa d'être un simple point géographique. Elle devint la preuve concrète que l'impossible avait pu être réalisé grâce à la planification, la patience et l'exploitation des faiblesses humaines. Le conflit central, l'incertitude quant au sort de la jeune fille, se résolut d'une manière singulière, sans recourir à la violence explicite, mais en révélant quelque chose de plus troublant, l'utilisation calculée du silence. Lorsque l'équipe quitta les lieux, le poids accumulé pendant des mois commença enfin à se dissiper. La forêt était toujours là, apparemment intacte, mais sa signification avait été irrémédiablement altérée. Ce dénouement apporta non seulement des réponses, mais aussi la confirmation que la réalité pouvait être plus complexe que n'importe quelle hypothèse initiale. Élodie fut tirée de la clairière au moment où le soleil perçait la cime des arbres. La lumière se posa précisément sur l'endroit où elle s'était cachée si longtemps. À cet instant, l'histoire cessa d'être un mystère indéfini pour devenir une vérité incontestable. Le conflit était résolu. Les conséquences, cependant, ne faisaient que commencer. 3 semaines se sont écoulées depuis le sauvetage d'Élodie, et la France a suivi chaque nouvelle information avec une attention quasi silencieuse.
Contrairement à l'indignation initiale, le pays semblait désormais retenir son souffle. La jeune fille restait sous surveillance médicale et psychologique, protégée de tout contact direct. Les autorités ont choisi de diffuser peu d'informations, évitant ainsi les spéculations susceptibles de déformer les faits. La forêt de Fontainebleau fut partiellement isolée pendant plusieurs jours. Techniciens, experts et analystes réexaminèrent chaque sentier, chaque trace au sol, chaque point indiqué dans les documents trouvés dans l'abri de fortune. Le site dissimulait non seulement une captivité, mais aussi une logique. C'est ce qui troublait les enquêteurs. Aucun signe d'improvisation. Tout indiquait une planification progressive, presque expérimentale. Luc Moreau a personnellement dirigé la phase finale de l'enquête. Contrairement aux premières recherches, il travaillait désormais non plus avec de vagues hypothèses, mais avec des schémas précis. Les notes retrouvées n'étaient pas des journaux intimes, mais des relevés techniques. Heures, direction du vent, bruits extérieurs, cycle de passage humain. Quelqu'un avait étudié méthodiquement le comportement de l'environnement. Le détail le plus troublant est apparu lorsqu'un des analystes a recoupé les données avec les données publiques. Les sentiers mentionnés dans les notes correspondaient à des itinéraires empruntés par des groupes de cartographie environnementale bénévoles. Des personnes ordinaires autorisées à circuler hors des sentiers touristiques, munies de drones, de matériel et de justifications légales pour prendre des photos de la forêt. Cette révélation a modifié l'orientation de l'enquête. Il ne s'agissait pas d'un étranger isolé vivant en marge de la société. La personne responsable possédait des connaissances techniques, un accès autorisé et surtout une invisibilité sociale. Quelqu'un dont la simple présence n'éveillerait jamais les soupçons. Entre-temps, Élodie prit la parole. Les premières séances se déroulèrent avec une extrême prudence. Elle ne décrivit aucune violence physique directe. Elle rapporta une présence constante, une surveillance permanente, des déplacements nocturnes et des règles claires. Jamais de cris, jamais de précipitation. La personne qui la gardait cachée parlait peu, toujours d'un ton neutre. Il lui disait qu'elle était en sécurité, que personne ne la chercherait là, que le monde extérieur à la forêt était trop bruyant. Le chien Milo avait été séparé d'elle dès les premiers jours. Ce détail, révélé presque par hasard, a profondément marqué les enquêteurs. L'animal ne s'était pas enfui, il avait été délibérément tenu à l'écart. Milo représentait un lien trop visible. La plus grande surprise est survenue lors de la 4e session. Élodie a mentionné que certains soirs, la personne ne venait pas seule. On entendait des conversations au loin. Des voix calmes d'adultes discutaient de cartes, d'images et de données. Elle ne voyait pas leur visage, mais elle se doutait bien que ce n'était pas un secret. Leur disparition avait été observée, analysée et débattue. Ça a tout changé. Moreau a demandé un accès immédiat au dossier des groupes autorisés à utiliser des drones dans la région durant les mois précédant la disparition. La liste était longue, mais le recoupement des informations a permis de restreindre le champ des possibles. Un nom revenait sans cesse, associé à différents projets, toujours en tant que collaborateur occasionnel. Quelqu'un qui n'était pas à la tête du projet, mais qui y participait. Cet homme s'était engagé bénévolement dans des initiatives environnementales, avait participé à des sauvetages d'animaux et avait même accordé des interviews locales sur la conservation. Son image publique était positive, voire exemplaire. Aucune plainte, aucun casier judiciaire significatif. Appelé à témoigner, il s'est présenté volontairement. Il a tout nié calmement. Il a expliqué sa présence dans la forêt comme faisant partie d'études indépendantes. Son équipement était conforme. Ses dossiers, apparemment légitimes. Il n'y avait aucune preuve directe le reliant à la captivité, aucune empreinte digitale concluante, aucune image claire. La recherche a mis en évidence une limite inconfortable. L'affaire a été officiellement classée, le sort d'Élodie étant résolu, mais l'identité du ou des auteurs restant incertaine. Cette décision a suscité critiques, théories et débats. Pour le public, le dénouement semblait inachevé. Pour les personnes concernées, il était simplement honnête. Des mois plus tard, la forêt a été rouverte. La vie reprit un rythme similaire à celui d'avant, mais différent.
Julien et Claire déménagèrent dans une autre région. Élodie, toujours suivie, retourna à l'école avec un soutien spécialisé. Elle parlait peu de ce qui s'était passé, mais dessinait souvent des cartes détaillées, toujours avec des sentiers, des arbres et des points de repère précis. Luc Moreau a demandé sa mutation. Le dernier jour avant son départ du service, il reçut une enveloppe sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur se trouvait une photographie imprimée en haute résolution. L'image montrait la clairière déserte, illuminée par le soleil, exactement comme elle l'avait été le jour du sauvetage. Au verso, il n'y avait qu'une date récente et une phrase manuscrite. Tout ce qui est vu n'est pas forcément compris. L'analyse du document a révélé un détail subtil. L'impression avait été réalisée grâce à une technologie inaccessible à la plupart des équipements civils courants. Ce n'était pas une preuve suffisante pour ouvrir l'enquête. Il ne s'agissait que d'un message. Moreau a conservé la photo sans la faire enregistrer officiellement. L'affaire d'Élodie est entrée dans l'histoire comme une disparition résolue avec une rare survivante. Pour le public, c'était une histoire porteuse d'espoir. Pour les enquêteurs, un rappel troublant que tous les mystères ne se concluent pas par une justice visible. La forêt demeurait là, silencieuse, observant. Et quelque part, quelqu'un continuait de regarder. Si cette histoire vous a touché, soutenez notre travail. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir de nouveaux cas réels, des analyses approfondies et des récits responsables. Aimez cette vidéo pour élargir son audience et améliorer son référencement. Partagez-la avec vos amis passionnés de mystères et d'enquêtes sérieuses. Exprimez votre opinion, votre théorie ou un détail que vous avez remarqué dans les commentaires. Votre participation permet à ces histoires de rester pertinentes. Chaque semaine, nous publions de nouveaux reportages, des images analysées et des reconstitutions précises. Nous privilégions le respect, l'empathie et la recherche de la vérité. Chaque abonnement renforce la chaîne. Chaque interaction donne de la visibilité. Merci de nous suivre, de nous soutenir, de commenter, de partager, de réfléchir, de poser des questions, de faire connaître notre travail et de participer.